Bienvenue pour cette nouvelle série. Le thème cette fois-ci c'est GDPR, autrement dit General Data Protection Regulation. GDPR c'est un règlement européen, un texte de loi, qui entre en vigueur en 2018. Ce texte il a pour objectif de réglementer les traitements des données personnelles et il a un impact important sur les politiques de sécurité, sur les projets sécurité qu'il va falloir mener dans les organisations et les entreprises. On va étudier les principales dispositions du règlement, ainsi que les actions à mener pour se mettre en conformité, dans d'autres vidéos qui vont suivre. Mais avant ça, on va commencer par regarder un petit peu le contexte, afin de mieux comprendre l'objectif et la motivation derrière cette nouvelle réglementation. Nous utilisons des données depuis l'Antiquité. Ces données, elles nous ont aidés à développer le commerce, à construire des empires, à transmettre des connaissances aux nouvelles générations. De nos jours, les données qui sont numérisées et collectées de manière massive, elles occupent une place encore plus grande. On récolte, on interroge, on échange, on analyse, on commercialise les données à des échelles qui sont de plus en plus grandes. Et cette tendance, elle ne fait que s'accélérer. Dans un avenir proche, tous les objets généreront des données, y compris nos maisons, nos voitures et même nos propres corps. Quasiment tout ce que nous faisons de nos jours laisse des traces numériques. Autrement dit, un flot continu de textes, de données de localisation, et d'autres informations qu'on laisse derrière nous, jusque même bien longtemps après notre mort. À vrai dire, pour se donner une idée, nous sommes exposés à autant d'informations en un seul jour, à l'heure actuelle, que nos ancêtres du XVe siècle l'étaient durant toute leur vie. Ces données, elles nous parlent de notre corps, elles pilotent nos achats, nos vies sociales, elles dématérialisent les organisations, elles exposent nos vies privées, elles alimentent l'économie et puis elles boostent la recherche aussi. Mais on doit se montrer prudent, parce que dans cet immense océan de données, et en fait, il y a une image incroyablement complète de nous-mêmes. Où nous vivons, où nous allons, ce que nous achetons, ce que nous disons, tout est enregistré et archivé pour toujours. Les données numériques, elles nous aident dans notre vie quotidienne, tout comme elles contribuent à un harcèlement publicitaire. Elles font de nous des citoyens actifs en puissance, mais dans le même temps, elles limitent nos choix de consommateurs. Elles facilitent nos apprentissages, mais elles empiètent sur nos libertés. Les données, c'est vraiment un outil à double tranchant. Et c'est pour cette raison que nous devons nous efforcer d'en garder le contrôle. Beaucoup d'appareils fabriqués de nos jours, que ce soit nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures, nos frigos, ils transmettent des données. L'information, elle peut être extraite de péages, de parkings, de recherches Google, de Facebook, de vos téléphones, tablettes, photos, vidéos. Toutes ces petites choses que vous faites au quotidien, tous ces appareils dont vous vous servez, tout ça laisse des traces numériques. Les interactions humaines avec la technologie génèrent une quantité massive de données et on mesure plus de choses qu'on ne l'a jamais fait. À vrai dire, si vous étiez une sorte de dieu omniscient et que vous pouviez consulter toutes les données de ces objets, vous pourriez d'une certaine manière voir le monde entier en temps réel. Vous pourriez voir tout ce qui se passe dans le monde. Vous pourriez même rejouer des séquences du passé. Et ça, c'est le fait de tout enregistrer en permanence qui rendrait ça possible. On estime que d'ici 2020, le volume de données sera de 40 zeta-octets. Par comparaison, si vous preniez tous les grains de sable de la planète et que vous multipliez ce nombre par 75, vous obtenez ce chiffre de 40 zeta-octets. Cet afflux de données et l'usage qui en est fait, c'est ce qu'on appelle le big data. Prenons le domaine de la santé.
On est de nos jours capable de collecter beaucoup de données physiologiques. Le rythme cardiaque, la respiration, en temps réel, chaque minute, chaque seconde. Il y a maintenant de puissantes technologies de tracking et de monitoring. Et il y a plein de fabricants de capteurs et d'appareils. Il y a déjà des gens qui veulent mesurer leur activité quotidienne, qui veulent suivre leur sommeil, qui veulent être en mesure de voir et analyser leur alimentation, qui veulent pouvoir suivre leurs déplacements. Tout ce qui nous concerne et qui a un intérêt médical peut être capturé. Ainsi, avec des capteurs, on peut numériser toutes nos métriques. Avec l'imagerie, on peut numériser notre anatomie. Et avec notre séquence ADN, on peut numériser notre biologie. Il y a 6 milliards de variables dans notre génome auxquelles nous n'avions pas accès auparavant. Analyser le génome de quelqu'un permet de savoir s'il a des chances de développer certaines maladies, ou bien qui sont ses ancêtres. Il y a beaucoup d'informations dans le génome et on commence à savoir les interpréter. Décoder son propre génome, c'était inenvisageable il y a 10 ans, à cause du coût que ça représentait. De nos jours, ça coûte moins de 500 €. Et quand ça tombera à 100 € ou 10 €, eh bien on aura les génomes de tout le monde en base de données. Comment vous vous sentez ? C'est une information. Comment vous réagissez à un médicament ? C'est une information. Votre code génétique, c'est encore une information. On commence à collecter tout ça, à le voir et à l'interpréter. On entre dans un âge où nous collectons ces données avec des capteurs qui ne coûtent presque rien et qui se font oublier. Et on peut traiter en continu et commencer ainsi à comprendre des choses. À titre d'exemple, la société qui développe l'application Ginger.io est capable de prédire que vous allez être déprimé 2 jours avant que ça n'arrive. Bien entendu, la publicité n'est pas en reste. Prenons par exemple l'un des premiers essais du genre par Andrew Paul, un statisticien qui travaille pour Target, une entreprise américaine de grande distribution. Un jour, quelqu'un du marketing lui demande « Comment savoir lesquelles de nos clientes sont enceintes ? Est-ce que vous seriez capable de nous le dire ?» Alors Andrew Paul, il décide d'étudier ce que les clientes enceintes achètent. En étudiant leurs achats, il parvient à trouver des modèles, des connexions logiques. Par exemple, quand ces femmes entraient dans leur second trimestre, elles arrêtaient soudainement d'acheter des lotions parfumées et elles se mettaient à acheter des lotions sans parfum. Et puis vers la fin de leur second trimestre, quand elles arrivaient donc à leur dernier trimestre, elles se mettaient à acheter beaucoup de boules de coton et de gants de toilette. Suite à cette étude, et en se basant sur les achats réalisés dans leur magasin, les équipes marketing de Target pouvaient donc tout à coup commencer à envoyer des coupons pour des articles en rapport avec la grossesse aux clientes concernées. Ils ont voulu faire un test et ils ont envoyé des publicités ciblées dans une petite ville américaine. 2 semaines plus tard, un père de famille débarque dans un de leurs magasins et il est furieux. Il a un flyer dans sa main qui a été envoyé à sa fille. Il trouve le manager et il lui dit « Ma fille a seulement 18 ans. Vous lui envoyez des pubs pour des couches Pampers et d'autres articles du même genre. C'est comme si vous l'encouragiez à tomber enceinte alors qu'elle est encore mineure. » Le manager, qui n'est au courant de rien, lui présente ses excuses. En fait, il est tellement gêné de ce malentendu qu'il va même jusqu'à rappeler le père de famille 2 jours plus tard pour s'excuser de nouveau. Et là, le père lui dit « Écoutez, faut que je vous dise, j'ai eu une conversation avec ma fille, et en fait, il semblerait que je n'étais pas au courant de tout. Ma fille m'a appris qu'elle allait accoucher en août. Alors en fin de compte, c'est moi qui vous dois des excuses. » Donc voilà une illustration de l'usage du Big Data en publicité. Et ce n'est que le début de cette science, ce ne sont que les premiers essais. Les assureurs investissent eux aussi dans ces outils d'analyse. Prenons les maisons intelligentes, des habitations dotées de capteurs qui analysent notre quotidien. Allstate, un assureur américain,
offre 25% de remise à tous les propriétaires qui en équiperaient leur habitation. Les boîtiers installés dans les véhicules permettent aux conducteurs de jouer avec leurs propres statistiques. Mais l'assureur, lui, les analyse pour affiner des profils types, les bonus et les malus, et donc des contrats types. AXA offre à certains de ses assurés français un bracelet connecté. Calories brûlées, rythme cardiaque, oxygène dans le sang, il stocke tout un flot de données passionnantes. Du coup, l'assureur vous récompense s'il détecte un mode de vie sain, jusqu'à 100 € si vous effectuez plus de 10 000 pas par jour. Même principe pour les emprunts. Lendo, basé à Hong Kong, scrute les flux Facebook ou Twitter pour déterminer si ses clients méritent un prêt ou pas. Creditech, en Allemagne, fait de même. L'entreprise analyse pas moins de 8000 paramètres, depuis votre localisation jusqu'à vos achats en ligne. Zest Finance capte quant à elle 70 000 flux différents pour évaluer le risque lié à ses clients. En politique aussi, on a recours aux données personnelles. Lors de la première campagne de Barack Obama, en 2008, ses équipes ont tiré profit de Catalyst, une base de données qui répertorie 220 millions d'Américains avec jusqu'à 600 informations par personne. Les fonds collectés par les équipes d'Obama lors de la campagne démocrate de 2012 ont atteint des records, plus d'1 milliard $. Près de 70% étaient issus des dons en ligne. Grâce aux informations collectées sur les votants, le staff de l'ex-président américain a pu cibler au mieux les appels aux dons. De la même manière, ils ont pu analyser les comportements des électeurs clés, les indécis. En Ohio, par exemple, les données de 29 000 votants ont été injectées dans un système qui a reproduit 66 000 fois l'élection suivant différents scénarios. En simulant leur comportement, les équipes d'Obama ont pu déduire quels arguments sauraient les faire basculer dans leur camp. En France, le logiciel Nation Builder a été utilisé en amont des présidentielles de 2017 par la plupart des candidats à la primaire de la droite et du centre, mais aussi par l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Le logiciel français 50+1 est utilisé par le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Des acteurs politiques commencent à croiser ces bases de données avec d'une part les listes électorales qui sont en open data et d'autre part avec des données issues des médias sociaux. Des dérapages sont apparus. Ainsi, les militants qui faisaient campagne pour Nicolas Sarkozy à l'automne 2016 ont utilisé pour le porte-à-porte l'application mobile Knocking, qui leur a permis de géolocaliser les internautes ayant aimé ou partagé des publications liées à l'ancien président. C'est en recoupant les informations, obtenues entre autres sur les médias sociaux, que les adresses ont été identifiées. L'usage de tels outils doit être encadré, afin d'éviter que cela n'empiète sur nos vies privées et ne participe à construire une société de surveillance.